Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore en ce jour. Vous avez pris l'habitude de nous suivre semaine après semaine, de suivre cette émission Le Siège qui vous fait découvrir les députés nationaux, les députés provinciaux, vos élus. Vous les avez envoyés à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales pour qu'ils puissent vous représenter, mais également pour qu'ils puissent faire le travail que le législateur leur a donné. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Siège. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des assemblées provinciales et plus précisément de l'assemblée provinciale du Kasaï dans la ville de Tshikapa. Et pour ce faire, nous avons reçu pour vous Maître Félicien Kalala. Il est avocat, il est également président d'un parti politique, il est député provincial dans la circonscription de Tshikapa. Avec lui, nous allons revenir sur les grands défis de cette ville, mais également sur le processus électoral enclenché en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Heureuse de vous retrouver encore, mesdames et messieurs. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons recevoir un éminent invité lors de cette émission. Vous allez découvrir ses aspirations politiques ainsi que toutes ses réalisations. Nous avons le réel plaisir de recevoir un avocat. Il est également homme politique et également professeur d'université. Bienvenue sur notre plateau, Maître Félicien Kalala. Merci beaucoup, madame la journaliste. Vous serez à l'aise qu'on vous appelle maître ou bien vous désirez qu'on vous appelle je pense que tout ça, c'est moi. Ça dépend dans quelle casquette vous m'avez invité. Je crois que c'est cette casquette que je vais appliquer. Nous allons parler politique durant cette émission. Vous êtes également député provincial au Kasaï, dans la ville de Tshikapa. Effectivement, je suis député élu de la législature passée, 2018, dans la circonscription électorale de la ville de Tshikapa. Exactement. Alors la première question d'emblée comme ça, comment se porte la RDC aujourd'hui selon vous, selon votre regard? En tant qu'homme politique et scientifique, je peux dire que la RDC était agonisante. Et aujourd'hui, elle est en train de reprendre la vie petit à petit. Quand on sort d'une grande maladie et qu'on était près de nécropole et que par la grâce de Dieu, on a été récupéré, on ne peut pas reprendre la vie directement. Je peux dire que la RDC comme pays se porte à plus de 70% bien, mais pas trop bien. Donnez-nous des exemples quand même concrets pour qu'on soit sûr, parce que une certaine opinion est sûre que ça n'a pas marché. Non, je ne sais pas ceux qui pensent que ça n'a pas marché, c'est par rapport à quel repère indicatif. Il faut noter que la RDC fait partie d'un ensemble, fait partie du monde, et le monde a des contraintes partout. Je peux dire que sur le plan économique, le monde entier a été secoué d'abord avec Covid-19. Et quand nous parlons de Covid-19, il s'agit de la coïncidence, de l'alternance ici au pays. Donc, le régime actuel, le chef de l'État actuel prend l'État dans un contexte international difficile. Et au même moment, il y a aussi dernièrement le contexte international de la guerre en Ukraine. Et vous connaissez ce que représente l'Ukraine et la Russie pour les pays du tiers-monde, dont la RDC en Afrique. Donc, le contexte international ne peut pas permettre à la RDC de faire l'exception. Mais sur tous les plans, je peux dire que la RDC se porte bien, puisque la RDC a 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et je pense que toutes ces 25 provinces sont toujours de la RDC et la ville de Kinshasa, hormis quelques tensions dans 2 ou 3 territoires qui ont conduit le pouvoir à décréter l'état de siège dans des provinces. Mais à l'exception de cela, je pense que dans l'ensemble, la RDC se porte bien. Alors on va parler de la province du Kasaï, plus précisément de votre circonscription Tshikapa. La ville de Tshikapa, célèbre, connue pour les diamants et les minerais, aujourd'hui, pourquoi cette ville a peine à décoller? J'aime très bien parler de cette question puisque quand partout on parle de Tshikapa,
Les gens ont toujours référence des diamants. Une ville minière qui a fait la beauté, la ville tarde à décoller. Oui, la ville tarde à décoller pour multiples raisons. Il faut d'abord noter que Chikapa constitue le chef-lieu d'une nouvelle province qu'on appelle la province du Kasaï. Et être une nouvelle province issue de démembrement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de décoller. Je vais donner les repères faciles. Nous avons connu une décentralisation territoriale depuis la Constitution de 2006 qui a été effective avec le démembrement des provinces en 2015. Mais vous noterez que nous, on a connu un démembrement dans la province du Kasaï, mais cette décentralisation n'est pas encore totale. Toutes les régies financières sont encore liées à l'ancienne province du Kasaï occidental qui n'existe plus. Or, vous connaissez que la République a instauré une décentralisation non seulement politique et administrative, mais aussi financière. Pour faire décoller une province, il faut les moyens. Et quand on est une nouvelle province comme celle du Kasaï, les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Dès l'accession de cette province, l'espace Kasaï a été miné par le phénomène Kamwena-Nsapu, dont vous connaissez les désastres. Ce phénomène avait fait que peu d'investisseurs qui pensaient venir investir dans la nouvelle province regardaient d'abord l'évolution sécuritaire de la situation. La province, elle est nouvelle. Et si toute sa survie n'était que sur les diamants, la RDC produit les diamants, mais la RDC ne consomme pas les diamants. Donc, c'était presque une exploitation artisanale. Il n'y a pas d'industrie de diamants à Chikapa ou dans la province du Kasaï, comme à l'époque des forts minières et autres. Donc, il va falloir la volonté politique. Cette province existe maintenant et en décentralisation. Elle tente de se mettre sur les rails. Mais je dois vous dire que ce n'est pas les diamants qui vont construire la province du Kasaï. Puisque les diamants, vous l'avez appelé, c'est une matière qui est épuisable, qui peut se terminer. Et à ce moment-là, à la province du Kasaï, comme nous manquons de grandes industries d'exploitation, il n'y a pas encore industrialisation de l'exploitation comme ailleurs, on ne peut pas compter sur les diamants. Mais les gens oublient qu'en parlant de la province du Kasaï, il n'y a pas que les diamants. La province du Kasaï, c'est les greniers agricoles de l'espace Kasaï. Je pense qu'on peut sauver cette province en mettant en place un plan dans l'agriculture, dans la culture, dans d'autres domaines. C'est à cette question que je veux quand même revenir maintenant. Quel est le rôle finalement de l'Assemblée provinciale pour faire décoller cette province? Qu'avez-vous déjà fait et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Je suis content de cette question, madame la journaliste, puisque beaucoup d'émissions politiques, quand on parle, personne n'évoque l'Assemblée provinciale. Il y a toujours les gens qui sont liés au Sénat, à l'Assemblée nationale. Rare, on examine l'apport d'une Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, en tant que première institution de la province, a reçu de la Constitution deux missions principales. D'abord, élaborer les édits, ce sont les lois au niveau de la province, et deuxième mission, assurer le contrôle du gouvernement provincial ainsi que des services relevant de la province. Que fait l'Assemblée provinciale du Kasaï? C'est ça votre question. L'Assemblée provinciale du Kasaï a accompli depuis 2019 les deux missions. Je suis député à l'Assemblée provinciale, membre de la commission PAJ. Profitant de votre micro, je peux vous dire que nous sommes une des rares assemblées qui n'a pas connu une instabilité. Voilà. Vous n'avez pas fait sauter le gouvernement? Non, l'instabilité d'abord, je parle au niveau interne de l'Assemblée. Nous avons les bureaux définitifs, c'est les bureaux que nous avons élus depuis le début de la législature. Dans d'autres provinces, il y a eu changement de bureaux. Dans notre province, l'Assemblée provinciale a voté les édits. Non seulement comme dans d'autres provinces où les assemblées ne se limitent qu'à avoir laissé l'édit budgétaire.
mais dans notre province, je peux comptabiliser une trentaine d'édits élaborés qui portent sur les matières exclusives de la province, de la compétence d'une province. Donc, ce sont les outils mis à la disposition du gouvernement provincial pour faire décoller la province. Il y a les édits sur les mesures d'application de la gratuité de l'enseignement. Il y a les édits sur l'appui aux réformes des SIDA et de la vaccination. Vous vous rappellerez que la vaccination a été toujours soutenue par les partenaires internationaux. Mais comme la santé, c'est une matière qui relève de la compétence exclusive de la province, l'Assemblée provinciale du Kasaï a adopté 2 édits de référence à la session passée qui vont donner les appuis à ces systèmes. Nous avons initié et fait adopter l'édit sur les mesures d'appui à la gratuité de l'enseignement. Vous connaissez très bien que l'enseignement a été décrété gratuit depuis la Constitution et rendu effectif depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous connaissons que l'enseignement relève de la compétence exclusive de la province, l'enseignement primaire et secondaire. La province ne pouvait pas croiser les bras pour seulement laisser le pouvoir central en train de régenter tout. Donc il y a un édit provincial qui nécessite l'appui à la gratuité, donc encadrement de tout ce qui fait l'enseignement. Vous vous rendrez compte qu'il y a des dons qu'on donne aux écoles durant la campagne, il y a des acteurs de bonne foi qui construisent les écoles, mais s'il n'y a pas l'encadrement, ça ne va pas contribuer. Donc, l'Assemblée provinciale, sur le plan de sa première mission de légiférer, a légiféré. Exactement. La deuxième mission, contrôler le gouvernement et les services. L'Assemblée provinciale du Kasaï, je dois vous affirmer que c'est l'une des rares des assemblées qui a conduit un contrôle qui a conduit à un résultat. Déjà, en 2020, l'Assemblée provinciale du Kasaï, par une motion de défiance, a fait partir les gouverneurs des provinces, sur la gestion de la province. Après avoir fait son temps, malheureusement, le gouverneur a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Mais l'Assemblée provinciale ne peut pas aller en guerre avec la Cour constitutionnelle. Mais elle a fait sa mission. Donc, sur le plan des responsabilités, l'Assemblée provinciale a mis en état la responsabilité du gouverneur des provinces qui est le chef du gouvernement provincial. S'agissant des moyens de contrôle, ils sont multiples. L'Assemblée provinciale a fait les questions orales avec débat. L'Assemblée provinciale a fait des commissions d'enquête. Parce que quand les gens parlent de contrôle, les gens veulent juste voir les conséquences du contrôle. Ça se fait motion de censure ou motion de défiance. Mais les moyens de contrôle sont multiples et l'Assemblée provinciale, à chaque session, comme la session, ici c'est la session de contrôle, donc il y a des moyens de contrôle qui sont effectifs. Et si vous feuilletez les archives de l'Assemblée provinciale, vous trouverez que l'Assemblée provinciale du Kasaï a fait et a accompli sa mission constitutionnelle. D'accord. Alors, une certaine opinion pense que les assemblées provinciales sont à la solde des gouverneurs. Les gouverneurs achètent les députés provinciaux en leur faveur. C'est le cas de l'Assemblée provinciale du Kasaï? C'est d'abord une mauvaise interprétation. Je dois ici noter que le gouverneur de province est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Peut-être qu'il y a des gens qui oublient. Je n'ai jamais vu un enfant acheter ses parents. Donc le gouverneur de province est issu des votes à l'Assemblée provinciale. Mais quand on dit acheter, c'est comme si au Congo nous voulons une chose et son contraire. On prêche le fonctionnement harmonieux des institutions provinciales. Mais pour que les institutions provinciales fonctionnent en harmonie, il faut une certaine cohabitation entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est peut-être cette cohabitation-là qui fait croire à certains que les députés sont dans des poches des gouverneurs. Comme on dirait à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement au lieu d'être un mécanisme de contrôle. Non, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les députés provinciaux font leur travail comme il faut.
Quand il faut censurer, il censure. Mais quel est le comble? Vous avez vu comme moi qu'il y a certaines provinces, quand les députés provinciaux veulent faire leur travail conformément à la Constitution, c'est la même population qui crie, qui les empêche. Nous avons vu dans certaines provinces, la population allait barricader la route pour que les députés ne contrôlent pas le gouvernement. Alors, ça, c'est qu'on veut une chose et son contraire. Est-ce que c'est la population, ce sont les gouverneurs qui ont instrumentalisé la population? Mais le problème, c'est que nous ne voyons pas les gouverneurs au devant des autres. On voit cette population. Mais le problème est profond. Le problème n'est pas... Puisque la société ne produit que les personnes qui la rassemblent. Donc, on ne peut pas importer les autres Congolais que les Congolais qui sont ici. Le problème, c'est que notre système juridique est à refaire. Nous avons la conception des institutions qui ne collent pas à la réalité congolaise. Permettez-moi de me dire. Je vais m'expliquer. Le président de la République que nous avons voulu dans la Constitution n'est pas le président de la République que l'imaginaire congolais veut. Vous êtes actrice des médias, il suffit de voir les médias chaque jour. La Constitution a voulu que le président de la République soit un personnage politiquement irresponsable. Mais quand vous faites passer votre micro dans la population, on veut voir toujours un Fachi Béton très fort, très agissant, faire même ce qu'il ne devrait pas faire. Vous voyez qu'il y a un président institué par les textes qui est différent d'un président que les Congolais veulent. Je vais encore aller très loin. Est-ce que l'élection a résolu les problèmes au Congo et en Afrique? Non, l'élection semble plus poser des problèmes au lieu de les résoudre. Et quand nous allons très loin, nous avons des autorités qui ne sont pas élues, mais qui sont légitimes, qui remplissent la fonction sociale d'une autorité. Mais nous, les élus, vous m'avez présenté comme député provincial, non? Exactement. Le peuple congolais est capable de t'élire à 12h et à 14h taillir. Parce que vous ne rencontrez pas leurs aspirations. Voilà, c'est le problème. Mais lorsque vous faites la campagne, nous allons quand même parler, la campagne va bientôt arriver. Est-ce que vous, ou bien lorsque dans votre parti nous allons y arriver, est-ce que vous enseignez ces choses, les notions civiques à la population pour savoir justement quel est le rôle d'un député provincial, quel est le rôle d'un député national et quel est le rôle du président de la République? Tout parti politique digne de ce nom a d'abord pour première mission l'éducation de ses membres, l'encadrement de ses membres à la vie politique. Parce que les partis politiques sont les laboratoires de l'État pour la production des élites. Tous ces enseignements se donnent. Est-ce que ces enseignements sont compatibles à la mentalité, à la culture congolaise? C'est là le problème. J'ai donné l'exemple du président de la République. La Constitution veut qu'un député légifère et qu'il contrôle. Mais la population congolaise voit un député, c'est lui qui doit organiser les dés chaque samedi, c'est lui qui doit construire les écoles, c'est lui qui doit bâtir les routes, qui doit éclairer sa circonscription. Et quand vous dites à la population que ce n'est pas ça le rôle d'un député, cela voudrait dire que vous êtes en train de leur dire autre chose dans leur imaginaire. Donc, l'encadrement juridique des citoyens, l'éducation à la citoyenneté. Donc, dans l'imaginaire collectif, nous avons peu de citoyens qui peuvent combattre. C'est ce qui fait que, vous voyez, les politiques congolais, la majorité vont au-delà de leurs compétences, tant constitutionnelles que légales, puisqu'ils veulent rencontrer la pathologie, l'imaginaire collectif. C'est là le problème. Quand vous dites le peuple congolais peut vous élire et ne plus vous applaudir le soir, c'est puisque en vous élisant, le peuple congolais a oublié que quand on a élu un député provincial, sa mission c'est de légiférer et de contrôler. Sa mission, nous allons vers la campagne, vous allez écouter les journalistes dans tous les médias. Ces députés-là, vous allez les élire, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est aussi ma question que je l'ai posée de manière indirecte. Quand on parle du contrôle parlementaire, il faudrait quand même qu'on voit quelque chose bouger, puisque vous devez contrôler, par exemple, la SNEL. Vous n'avez pas d'électricité, c'est la faute du député provincial. Non, non, c'est une mauvaise lecture. Moi, je parle ici, vous m'avez posé la question comme député provincial. Exactement. La SNEL, la compétence du pouvoir central, ce sont les députés nationaux. Les députés provinciaux au niveau de la province, nous contrôlons. Par exemple, au niveau de la province, nous avons la SNEL à la province. Nous avons une société qui fait la sous-traitance. Et les députés provinciaux ont à plusieurs fois interpellé, posé des questions au ministre. Dans tel domaine, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais le contrôle n'aboutit pas toujours à la sanction comme l'imaginaire général veut l'attendre. Le contrôle peut aboutir à une recommandation. Le député aura fait son travail, mais l'imaginaire collectif voudra voir que pour que le travail du contrôle soit efficace, il faut faire sauter les ministres. Pas nécessairement. On peut corriger par une recommandation, on peut corriger par des propositions de construction, puisque les députés doivent aussi contribuer à la stabilisation des institutions. On va prendre une dernière question pour la ville de Tshikapa et la province du Kasaï. Quelles sont vraiment les grandes recommandations selon vous pour que cette province du Kasaï puisse prendre un bon élan? La première chose, la pathologie à la province du Kasaï, moi j'ai toujours demandé, première chose, il faut d'abord investir dans l'homme. Et pour investir dans l'homme kassaïen, il faut d'abord un vouloir vivre collectif. La décentralisation était un moyen de faire décoller nos provinces, mais la décentralisation est mal appliquée, mal conçue. Ça devient plus un moyen de division et de déstabilisation. Tant qu'on ne doit pas réfléchir province, mais on réfléchit communauté, tribu et clan, n'attendons pas que cette province puisse décoller. Donc c'est d'abord le vouloir vivre collectif. Deuxième chose, c'est l'éducation qu'il faut encadrer la jeunesse kassaïenne. Que l'avenir de la province n'est pas seulement dans des matières premières comme les diamants. L'avenir de la province doit être diversifié. Il faut faire les études, il faut promouvoir la culture, il faut faire l'agriculture, il faut faire les pêches et l'élevage. C'est l'ensemble de ces domaines-là qui va faire que la province du Kasaï puisse décoller. Beaucoup, énormément de potentiel. Moi, je vous dis que je suis le produit de cette province, non? Moi, quand je venais étudier, arrivé à l'université, quand je me présentais que j'ai eu mon diplôme d'État à Tshikapa, je suis de Tshikapa, tout le monde s'étonnait, croyant qu'à Tshikapa, on ne peut pas étudier. Mais moi, j'ai eu mon diplôme d'État à Tshikapa, je suis aujourd'hui professeur d'université. Ça signifie que de Tshikapa, on peut avoir le cerveau. Ce n'est pas seulement on peut avoir des cailloux ou des diamants. Puisqu'à l'époque, quand on vient ici, je viens de Tshikapa, les gens regardent ta poche. Exactement. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a des potentialités énormes. Le gouvernement de la République n'est pas allé chercher le maïs en Zambie ou ailleurs. Je vous dis que Tshikapa seulement, à travers son territoire de Moueka, peut nourrir tout l'espace Kasaï et tout l'espace Bandundu et Kinshasa. Puisque le territoire de Moueka est un grand producteur. Il suffit seulement d'appuyer. On n'a pas... Et le Tshikapa a une particularité, même de contribuer à la santé par la nutrition. Il suffit de suivre les derniers programmes. Nous avons l'arbre qu'on appelle Mokoso. L'arbre là donne la chenille qu'on appelle Mansamba. On appelle souvent Tshikapa Mansamba. C'est une chenille. Cette chenille-là peut produire. Et si on développait ne fût-ce que la culture d'implantation de Mokoso, mais ce ne fût-ce que ça peut booster la province du Kasaï qui va dépasser d'autres provinces qui ne comptent que sur les minéraux. Donc il y a des potentialités. Mais il y a le programme des 145 territoires. Ça n'a pas été à bout dans la province du Kasaï? Je dois vous dire que pour être sincère, la province du Kasaï n'a pas encore palpé le projet des 145 territoires. On ne sait pas ce projet s'est limité à quel niveau. Nous sommes en train de nous battre pour savoir
tout ce qui a été prévu pour la province du Kasaï et à quel niveau. Mais jusqu'à ce jour, je peux dire que la province du Kasaï n'a pas bénéficié encore de l'effectivité de ces projets. On n'a encore aucune œuvre, mais je crois que nous allons faire des missions parlementaires. Nous sommes d'ailleurs à Kinshasa pour ça, pour quelques missions, pour savoir pourquoi ces projets, ce qui a été destiné à la province du Kasaï, c'est où jusqu'à ce niveau. Alors, on va parler de votre parti, Aigle du Congo pour le développement. Vous êtes vous-même président du parti. Parlez-nous un peu plus de votre regroupement, de vos aspirations. Merci beaucoup. Je suis président national du parti politique Aigle du Congo pour le développement. C'est un parti que nous avons créé pour conquérir le pouvoir, puisque c'est ça les ambitions. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir, les gagner et l'exercer. Mes ambitions personnelles, j'étais élu de la ville de Tshikapa comme député provincial. Cette fois-ci, je serai candidat député national dans la ville de Tshikapa. Voilà la raison. La raison est que j'ai voulu apprendre la politique par la base. Ayant fait 5 ans, donc le premier mandat à la base, j'ai compris les problèmes de la base. Et je me sens maintenant capable de porter la voix de Tshikapa ville et de la province du Kasaï au niveau du pouvoir central. Puisque les problèmes que nous avons dans nos provinces, leurs solutions dépendent à plus de 50% du pouvoir central. Il faut un interlocuteur, c'est lui qui peut porter la voix. Mais en 2018, je ne pouvais pas porter la voix d'un peuple ou des aspirations que je ne connaissais pas. Ayant resté à Tshikapa, à l'Assemblée provinciale, 5 ans, j'ai compris que ma circonscription a tel problème, et je suis capable maintenant de porter sa voix au niveau national. C'est pourquoi je vous dis que je serai candidat député dans la ville de Tshikapa où nous n'avons que 2 sièges. Parlons élection, nous allons parler du processus, nous n'allons pas reparler de la répartition des sièges. Nous avons reçu la fois passée un représentant de la CENI. Parlons élection. Vous êtes sûr qu'en 2023, décembre, les élections vont se passer en RDC? Je ne suis pas seulement sûr, je suis rassuré. Je suis rassuré en ce sens que, quand on parle des élections, ne voyez pas seulement les jours de vote ou la votation. Mais moi, je vous dis que l'élection en 2023 est déjà effective. Puisque la CENI, la loi électorale a été mise en place, modifiée. La CENI a été mise en place, l'organe organisateur des élections. Vous avez aujourd'hui la loi sur la répartition des sièges. Vous avez l'enrôlement des électeurs, le fichier qui a été rendu public. Mais les élections sont déjà effectives. Il ne reste que la votation. Le dépôt de candidature, c'est déjà ce lundi. Alors pourquoi ne pas être rassuré? Soit on veut une chose et son contraire. Malgré les revendications de l'opposition, certains ont désisté. Vous avez entendu le communiqué. Il y a encore des sit-ins. Il y a une marche qui est prévue pour dire que ce processus électoral est biaisé. Vous êtes convaincu qu'il y aura quand même élection? Parce que le FCC que nous avons reçu sur ce plateau a dit qu'il n'est pas question d'aller aux élections sans eux. Et eux, ils demandent à ce que tout le processus puisse être revu. Moi, je suis un enseignant de droit public. Participer aux élections est un droit subjectif. Or, un droit, quelqu'un peut y renoncer. Si quelqu'un, une organisation politique ou un individu décide de ne pas participer aux élections, c'est son droit, on doit respecter. Je n'ai pas trop de commentaires à faire sur la déclaration de ceux qui se sont retirés ou quoi. Mais je dis d'abord qu'un citoyen, l'éligibilité ou l'électorat fait partie du civisme. Dire que je n'y participe pas, c'est que vous devenez un civique. Parce que le civisme voudrait que vous puissiez exercer vos droits civiques et politiques. Ne pas le faire, vous quittez de la citoyenneté vers l'animosité. C'est comme ça que j'ai dit aux étudiants quand j'enseigne les droits publics. Alors, c'est les droits de ceux qui ont décidé de se retirer. Mais moi, je pense que le processus, on ne peut pas les juger de l'extérieur. Il faut les juger de l'intérieur. Les élections auront bel et bien
liés. Mais quand quelqu'un se retire du processus électoral, il ne faut pas seulement voir la face visible. Peut-être il y a la face invisible. Si quelqu'un peut-être s'est mesuré que ne peut pas réussir aux élections, pour ne pas toucher à la honte, quelqu'un peut se résigner. Alors, il faut laisser ceux qui ont la capacité de... Mais les revendications de l'opposition sont fondées. Il faut une révision du fichier électoral. Les enrôlements n'ont pas été crédibles. Tout ça, c'est le fait qu'ils se sentent incapables d'aller aux élections? Non, je participe au cas de déconcertation entre la CENI et les partis politiques. Je dois vous avouer que le fichier électoral a été audité. Et moi, en tant qu'avocat, vous m'avez dit, en tant qu'enseignant, j'ai agi sur pièce, sur preuve. J'ai les rapports de l'audit qui concluent que le fichier électoral est crédible. De quel droit je vais m'arroger de remettre en cause ce que les experts ont affirmé que c'est crédible? Non. Puisque le fichier est crédible, ça a été attesté. L'enrôlement, c'est fait. Tout le monde, nous avons appelé à l'enrôlement massif. Je vous dis toujours qu'il n'y a pas un processus électoral comme au paradis. Même si au paradis, il n'y aura pas d'élection. Mais le processus électoral, c'est une œuvre humaine. Il y a toujours moyen de corriger à l'interne et non pas à l'externe. Il faut vous faire acteur du processus. Critiquer, mais avec des propositions. Je pense que moi je pense que ce processus, ce fichier est crédible puisqu'on a rendu public. Vous pouvez aller sur le site de la CENI. Il suffit qu'on vienne à votre micro dire que tel on l'avait déclaré électeur, mais n'est pas électeur, par exemple. Pour dire, par exemple, que dans telle circonscription, on a mis 20 000 électeurs, mais la population totale de cette circonscription, c'est 10 000, par exemple. Mais quand il n'y a pas d'effet palpable, par l'imaginaire, on se réveille, on dit que le fichier n'est pas fiable. Moi, je ne pense pas que nous pouvons donner crédit à cela. Nous devons aller aux élections pour l'unique chose. Vous m'avez posé la question du parti du regroupement. Oui. Je suis président des partis politiques Aigle du Congo pour le développement. Aigle du Congo, comme parti, fait partie du regroupement politique qui est dénommé Alliance pour les triple A et alliés. Et ce regroupement va faire sa sortie officielle ce samedi 24. D'accord. Et ce regroupement fait partie des groupes de regroupement qui soutiennent la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être si on aurait le temps, j'aurais dû vous dire pourquoi nous avons choisi la candidature. Mais je peux dire un mot. Oui, on est déjà en train de clôturer. Je peux quand même dire pourquoi vous avez choisi un seul indicateur. Pourquoi vous choisissez Félix Tshisekedi? Puisque c'est le bon côté de l'avenir. Le bon côté de l'histoire. Non, de l'avenir. De l'avenir. On va prendre votre mot de la fin. J'aimerais qu'on prenne quand même le mot de la fin avec tous ces mots tribalistes qui rongent la société aujourd'hui. Quel est votre ressentiment? J'ai toujours pensé que la tribu n'est pas une mauvaise chose. Je suis d'ailleurs l'un des prédicateurs d'exaltation de la tribu. Ce qui est une mauvaise chose, c'est le tribalisme, c'est l'exploitation abusive. Moi, je pense que nous devons construire une nation. Ce qui nous manque en RDC, c'est ce que j'ai dit, ce qui nous manque par exemple au Kasaï. On n'a pas un vouloir vivre collectif. On a juste un vouloir vivre sectoriste. Ceux qui crient au tribalisme, quand vous portez très bien les lunettes, sont les premiers tribalistes. Alors, ils veulent exposer leur imaginaire dans l'action de l'autre. Je pense que je suis heureux puisqu'il y a une loi qui sera votée au Parlement qui interdit ces comportements. On ne peut pas faire le culte du déviation de la tribu, de la valeur de la tribu, comme socle des familles en Afrique, mais on doit combattre ces déviances jusqu'à à faire disparaître ces concepts dans le vocabulaire politique congolais. Maître Félicien, merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence sur cette émission. Ça ne sera pas la dernière. C'est moi qui vous remercie, madame. Malheureusement, vous avez fini en me disant maître,
Mais toute l'émission, je n'ai pas eu une question à ma casquette d'avocat. Ben vous reviendrez, on vous a reçu comme homme politique. C'est pour vous dire que je reviendrai encore dans d'autres casquettes ici. Exactement, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait cet honneur. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, pour moi de vous présenter cette émission. Mon équipe et moi, nous sommes fiers de ce que vous nous suivez et de ce que vous nous accordez, votre confiance. Merci de nous suivre sur la RTGA et sur toutes nos chaînes partenaires. Merci de nous suivre également sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.